Et si vous lui aviez demandé son numéro? Et si Satoshi streamait du hot tub? Et si Chuck Norris devait mourir? Et s'il s'appelait les 5 minutes du petit coin? Et si Teddy Riner était en fait un danseur? Et si Papa Johnny était en Et vie? si Hitler était juif? Et si on arrêtait de dire et si? Et si la bière n'existait pas? Et si on avait la même maman? Les mamans. Et si Bitcoin était enseigné à l'école? Je me présente, je m'appelle Rémi, plus connu sous le nom des 5 minutes du coin, et je suis en compagnie de Thomas, alias Profit du stream, qui m'accompagne pour répondre à cette question. C'est bien beau de vouloir éduquer les gens à propos du Bitcoin, Thomas. Et moi, ma mère, elle ne sait même pas à quoi sert la banque centrale. Eh ben ça tombe bien parce que la banque centrale elle sert à... Eh ben en fait justement elle sert à rien. Alors Ah bon? bon j'avoue on troll un petit peu pour commencer, mais la première chose qu'il faut faire déjà pour pouvoir s'éduquer sur Bitcoin, c'est déjà s'éduquer d'un point de vue économique. S'éduquer sur le système actuel, le système capitaliste qu'on connaît depuis des décennies, sur ses avantages, ses inconvénients, ses limites aussi. Et finalement, les limites qui font référence du coup à l'impression de la monnaie, à la banque centrale, et en fait au système dans son ensemble. Pour ça, il y a aussi regarder un petit peu le passé, regarder un petit peu l'histoire dans son ensemble, puisque finalement, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou même un petit peu partout dans le monde, en fait, l'histoire a permis justement d'observer que certains systèmes fonctionnaient, que d'autres ne fonctionnaient pas. Peut-être que ça commence justement par là. Oui, et puis en plus, sur le système économique actuel, on n'a pas énormément de recul. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le passé de sociétés qui ont fonctionné sous une économie capitaliste comme on est actuellement. D'ailleurs, capitalisme entre guillemets, parce que bon, on est plus dans un capitalisme, comme on peut dire, de connivence, où les entreprises qui ont des problèmes financiers, finalement, elles se font sauver par l'État, et donc c'est les gens qui payent, et on imprime de la monnaie pour sauver les entreprises, entre guillemets. Mais c'est clair que oui, il faudrait déjà commencer par une éducation financière, comme on en parlait avant de commencer ce podcast. Moi, j'étais j'ai fait une classe économique et sociale, et c'est peut-être le seul cursus, donc à partir du lycée, où on commence à parler un peu des banques centrales qui doivent émettre de la monnaie ou justement limiter l'impression monétaire pour normalement juguler l'inflation, en tout cas manipuler l'inflation pour que celle-ci reste acceptable pour les gens, quoi. C'est vrai, mais ouais. Ça, et puis là, tu parles d'inflation. Est-ce que c'est un concept que justement tu as vu dans les cours d'SES il y a quelques années quand tu étais encore au lycée? Déjà, je t'avoue que moi, quand j'étais au lycée, j'étais pas ultra assidu et que j'ai pas énormément de souvenirs, mais je pense que oui, ça parlait d'inflation. Alors après, franchement, ouais, même maintenant, je me dis, j'aurais dû plus écouter à cette époque-là parce que ça m'aurait encore plus servi, même si j'ai encore des souvenirs. Mais c'est clair que oui, ça devait parler d'inflation en disant que, justement, la Banque centrale, elle essayait de conserver ce taux d'inflation assez bas par la méthode de l'impression monétaire, ou justement de la hausse ou la baisse de ces taux. Enfin, du coup, l'impression monétaire, c'est lié à la hausse ou à la baisse des taux directeurs de la Banque centrale. D'accord, on apprenait ça, c'était en première ou en terminale, franchement, je sais plus. Mais mis à part dans la filière ES, donc où on avait des cours d'économique et sociaux, et en S ou en L, tu le vois pas tout ça. Donc déjà, tu sors de ces deux filières-là. Alors je dis pas que tu vas pas pouvoir le savoir, mais en tout cas, t'arrives à 18 ans dans la vie et t'as aucune connaissance de ça, sachant que quand t'es en ES, déjà, imaginons moi et plein d'autres lycéens en France, t'es au lycée, tu t'en tapes un petit peu des cours. Bon, tu sors de ta terminale, t'es pas calé en économie, même si la matière t'a plu, t'es loin d'avoir tout compris. Donc, on manque cruellement d'éducation financière, oui, sur comment fonctionne notre système et justement qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer au mieux son argent dans un système capitaliste comme il fonctionne actuellement. C'est clair, et puis bon, même c'est normal, mais quand on est au lycée ou même quand on sort du lycée, finalement on n'a pas de réel rapport à l'argent. On n'a jamais gagné un salaire régulièrement, etc. On n'a jamais fait ses courses par soi-même. Alors effectivement, c'est une généralité et pour tout le monde, tout n'est pas pareil. Mais du coup, on connaît pas la valeur de l'argent et donc forcément, comme on la connaît pas, tout à fait raison. On a du mal à prendre du recul. Alors après, juste un petit truc, c'est en tant qu'enseignant, je le dis, actuellement des filières, il n'y a plus de filière S, ES,
elle. Ça reviendra dans quelques années parce que finalement la réforme qui a été passée il y a encore quelques mois, années, finalement n'est pas pertinente et il va y avoir pas mal de changements dans l'éducation nationale. Mais juste pour dire qu'actuellement il n'existe plus 3 filières, mais en gros un espèce de schmilblick de tout ça plus ou moins en même temps. Mais effectivement, Oui, je crois que c'est quoi? C'est plus qu'un seul truc et tu choisis les options, c'est ça? c'est ça, c'est un peu l'idée. C'est particulièrement compliqué. Bref, on va pas rentrer dans les détails de l'éducation nationale, mais en tout cas, tous les élèves de lycée ne font pas de la SES et ne voient pas du coup cette éducation économique, en tout cas du point de vue que tu étais en train de souligner. Après, il y a aussi une deuxième éducation qui est essentielle pour s'éduquer sur Bitcoin, c'est l'éducation d'un point de vue technologique. Alors pour ça, je dirais qu'il y a peut-être 2 ou 3 points différents. Le premier, c'est les avancées qu'apporte Bitcoin. Alors finalement, c'est lié aussi un peu à l'économie. On parlait de la banque centrale avec une infinité de billets qui peuvent être imprimables. Bitcoin, c'est 21 millions de tokens. En parallèle, les avancées au niveau du fait que le Bitcoin n'a pas besoin de tiers de confiance, que c'est un système qui est autonome, qui est décentralisé. Donc ça, c'est des avancées technologiques qui sont quand même importantes. Et puis en parallèle, il y a aussi l'éducation au niveau de son fonctionnement, que ce soit sur ce qu'est la technologie de la blockchain, sur le mécanisme qui est le halving qui se déroule tous les à peu près 4 ans, sur la notion d'adresse. Donc on n'a pas besoin de rentrer dans le détail avec le fonctionnement du DH, etc. Mais juste ce que c'est qu'une adresse Bitcoin, être capable de lire sur un Explorer, être capable de comprendre lorsqu'on réalise une transaction, concrètement ce que c'est que les fees. Donc il y a plein de petites choses qui sont liées directement au fonctionnement de Bitcoin. Il y a énormément de choses et sur la technologie. En plus, tu prends le téléphone de n'importe quel collégien ou lycéen actuellement, tu ouvres la première page et tu as 8 logos qui appartiennent à des GAFAM. Donc en termes de centralisation, ils s'en rendent pas compte, mais ils sont bien leurs données sont bien répertoriées chez tous les grands de l'industrie américaine là. C'est clair. Et puis effectivement, une éducation d'un point de vue technologique, c'est aussi au niveau de l'hygiène numérique, où finalement on ne fait tous pas assez attention malheureusement à ça. On sait tous se servir des outils, mais par contre, qu'est-ce qu'on s'en sert mal? C'est carrément ça. Et ça me semble quelque chose d'essentiel. Et puis on en parlera après justement avec Pix au collège et au lycée. Mais c'est vraiment un point qui est importantissime et qu'il faudrait discuter et échanger avec les élèves de ce point de vue-là. Et puis la dernière chose au niveau de l'éducation technologique, c'est aussi comment on peut utiliser Bitcoin, on va dire entre guillemets, dans la vie de tous les jours, avec l'utilisation d'applications particulières, donc des wallets, Phoenix, Blue Wallet, peut-être pas le meilleur exemple, mais bref, différents wallets, comment on fait pour pouvoir du coup payer une transaction si on va dans un bar, si on va dans un commerce, bref, cette partie-là qui est quand même finalement concrètement ce qu'on utiliserait potentiellement tous les jours, peut-être dans quelques années. Et puis un troisième point, on a dit économique, on a dit d'un point de vue technologique et aussi d'un point de vue éthique. Tu veux nous en parler, ça, du point de vue éthique de ce qu'est le Bitcoin et de ce que ça implique pour la détention de l'argent ou autre? Bah oui, en effet, ouais, du point de vue éthique, c'est sortir entre guillemets du système bancaire, parce que actuellement, donc on est tous, en tout cas tous ceux qui perçoivent un salaire en France, normalement sont bancarisés, hein, on est à plus de 98%, je crois, et malheureusement, quand on fait partie d'une banque, tout notre argent nous appartient pas vraiment, il est sur le compte, oui, mais on peut pas tout à fait en faire ce qu'on veut, quoi. Essaye de dire à ton banquier, j'aimerais aller m'acheter une bagnole à 15 000 balles et que t'as 15 000 balles sur ton livret A, il va pas te dire, tenez monsieur un chèque de 15 000 euros. Tu vas devoir remplir une multitude de papiers pour pouvoir les retirer, ou alors tu vas devoir faire un chèque de banque. Peut-être que selon ce que tu souhaites acheter, ils te mettront des bâtons dans les roues, ils vont te dire attention monsieur, vous savez, ça va vous coûter tout votre argent. Parce que, bien entendu, avant de vouloir acheter, t'as pas réfléchi, hein, tu t'es pas dit c'est tout mon argent de côté. Non, le banquier il sait mieux que toi et il va te dire ce que tu dois faire de ton argent. Donc, en effet, le côté éthique, c'est ça, c'est reprendre le contrôle de son argent, pouvoir en faire ce qu'on veut. Alors bien sûr, il y a des risques à ça, et les risques, c'est devoir garder ses fonds soi-même, donc ça peut faire peur à beaucoup de monde, mais par contre, il n'y aura plus personne qui pourra vous entraver sur vos choix de dépenses si vous utilisez Bitcoin. Ça, c'est clair. Après, bon, pour le moment, vos choix de dépenses en utilisant Bitcoin, ils restent assez limités parce qu'il y a peu de commerces qui acceptent le Lightning Network et peu de sites internet où vous pouvez payer en Bitcoin.
Pour Mais l'instant, mais au niveau des commerces, je vous invite à aller checker le site BTPCmap, je crois que c'est .org, sur lequel on a la possibilité de voir déjà d'une part toutes les communautés au niveau mondial qui sont petit à petit en train de grossir, qui parlent justement de Bitcoin, qui font des meet-up, qui développent des choses, et en parallèle les commerces, les restaurants, les bars et tout ce qui va avec, qui eux, justement acceptent le Bitcoin et acceptent le Lightning. ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, nous à Lille, c'est pas très bien garni BTC Map. On peut pas se payer de bière en Bitcoin. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est sûr qu'à Lille, il y a eu dans le temps 2 ou 3 commerces qui permettaient de pouvoir payer directement en Bitcoin. Pour l'instant, il n'y en a plus aucun. Mais c'est justement tant mieux, parce qu'on va développer ça dans les semaines qui vont venir, Rémi. Donc dans quelques mois, on pourra prendre une photo, on pourra la poster. On pourra et puis payer on pourra notre bière en bière Bitcoin. Voilà, Exactement. super. Bon, du coup, voilà, on a vu un peu tout ce qui serait pertinent d'apprendre aux jeunes générations avant de forcément leur parler tout de suite de Bitcoin, mais bien sûr de voir tout ce qui est base économique, tout ça. Et dans un second temps, ce qu'on pourrait voir, donc c'est malgré tout, qu'est-ce qui pourrait empêcher qu'on mette en place, enfin pas nous, mais que l'État, avec un grand E, mette en place une éducation autour de Bitcoin, parce que là, la phrase, elle est un petit peu lunaire, d'entendre l'État va mettre en place une éducation sur Bitcoin. Je sais pas comment toi ça te fait réagir, mais c'est quand même un peu particulier. En tant qu'enseignant et du coup fonctionnaire de l'éducation nationale, je me dis que c'est quelque chose qui n'arrivera pas, dans le sens où j'ai aussi mon point de vue, et je me dis que Bitcoin est quand même quelque chose qui est, alors je dirais pas anti-étatique, parce que ça peut aussi justement venir se positionner en plus, mais finalement c'est quelque chose qui fait peur aux banques, qui fait peur à la banque centrale, qui fait peur aussi à plusieurs États. C'est pour ça que ce soit en Iran, dans certains pays de Centrafrique ou autres, on a justement Bitcoin qui est interdit. Et d'ailleurs, justement, dans ces États où c'est interdit, c'est là où le Bitcoin se développe encore plus que dans les autres pays, dans les pays justement des G7 ou des G20. Mais je me dis que c'est pas quelque chose qui arrivera. Alors après, en tant qu'enseignant, on a toujours la possibilité de pouvoir mettre en place des petites choses, des petits faits, un peu des initiatives finalement isolées de chacun de son côté. En cycle 4, donc en 5e, 4e, 3e, on parle de statistiques, donc de moyenne, de médiane, d'étendue. Avec mes élèves de 4e, j'ai fait une petite introduction à la notion de crypto-monnaie et de Bitcoin. Il y avait dans chacune des classes, j'ai 4 4e, il y avait une vingtaine d'élèves, on va dire entre 20 et 25. Sur les 25 élèves, t'en avais, on va dire un quart qui savait, qui avait déjà entendu parler de ça, et peut-être même la moitié qui avait déjà vu une pub sur TikTok ou des influenceurs qui en parlaient. Donc au final, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis après, il y en avait, un voire deux qui avaient déjà donc qui avaient déjà installé un programme et qui avaient déjà entendu parler de minage, ou bien qui avaient entendu parler des Bored Ape Club, ou bien de collections NFT. Donc même si c'est pas spécifiquement lié à Bitcoin, c'est lié à l'écosystème des crypto-monnaies. Et puis finalement, ça montre que des gamins qui ont 12-13 ans, en fait, ils en ont déjà entendu parler. Après, au niveau du collège et du lycée, j'en parlais tout à l'heure, il y a Pix. Pix, c'est quoi ? C'est l'équivalent pour les vieux, comme nous, Rémi, du B2I, C2I qu'on passait au collège, et du coup, maintenant, qui se passe aussi au lycée. Donc, c'est très bien fait, il y a plein de compétences informatiques avec des domaines différents, il faut en valider un certain nombre pour pouvoir passer la certification. Sur Excel, quand tu arrives à multiplier la colonne D avec la colonne B, c'est bon, t'as ton C2I. Ouais, on peut dire ça comme ça. Non, mais franchement, c'est vraiment bien fait. Et puis, tout à l'heure, on parlait d'hygiène numérique, on parlait d'être capable d'apprendre à utiliser son téléphone. Moi, ça me choque. C'est sûr qu'il y a un décalage entre notre génération, on est quand même assez jeune. Tout à l'heure, je disais vieux pour rigoler, mais entre notre génération actuelle et la génération qui est en train d'arriver. Je suis certain que moi, mon téléphone, pourtant, je sais m'en servir, je sais me servir des applications, mais je suis sûr qu'il y a plein de petits outils qui facilitent l'utilisation du téléphone que les jeunes d'aujourd'hui, pour eux, c'est inné d'utiliser ce truc-là qui leur accélère tout. Et moi, je m'en sers pas parce que en fait, je m'en fous, je m'en suis pas renseigné et que j'arrive très bien à me servir de mon téléphone tel quel. Mais ça pourrait certainement me faciliter la vie. Mais c'est là qu'on voit qu'on est des vieux. Je suis d'accord avec toi. Ah ouais ? Parce que pas forcément. Moi, ce que j'observe, c'est que les élèves ne savent pas utiliser leur téléphone. Ouais. Ils savent utiliser les applications. Ils savent l'utiliser pendant ton cours quand même, je pense. Oh non, ça c'est mort. Les élèves, s'ils l'utilisent pendant mon cours, je crois pas, non. Mais vraiment, ils ne savent pas l'utiliser en fait. Et oui, ils utilisent les applications qu'ils utilisent de manière quotidienne pour échanger avec leurs camarades, leurs amis, pour envoyer des snaps, des TikTok et tout ce que tu veux. Mais
à proprement parler, ils ne savent pas l'utiliser. Et je trouve ça assez dingue parce que finalement, en fait, ça souligne le fait qu'ils ne sont pas maîtres de ce qu'ils font, alors que nous, on l'était. Là, maintenant, finalement, ils ne sont que des serviteurs de leur téléphone. Je vais donner un exemple qui était tout bête. On avait une sortie cinéma avec 4 classes mercredi dernier, après-midi. J'avais plein d'élèves qui étaient avec leur téléphone et qui n'arrivaient pas à se concentrer sur le du coup, c'était un dessin animé, sur le film dessin animé, parce que ils étaient sur leur téléphone à envoyer des messages à des personnes qui n'étaient pas là. Et puis, du coup, ils profitaient pas. Et il y a un moment, j'avais un gamin qui était à ma gauche. Je lui ai dit, bon, allez, vas-y, concentre-toi au film. Bon, après, le film était pas ouf et j'ai pas non plus super apprécié. Donc, ça, soit. Mais derrière, je lui ai pris le téléphone, je l'ai juste dit, je te le pose sur le côté. Je l'ai retourné. Et là, le gamin, pendant 40 minutes, il était focus dans le film et il a bien apprécié cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment la génération change. Et de ce point de vue-là, Pix, c'est finalement pas mal. Et puis, ça permet aussi de pouvoir s'éduquer au niveau de l'utilisation d'Internet. Ça, finalement, on en a besoin parce que s'éduquer sur Internet, c'est aussi s'éduquer sur les arnaques. Et les arnaques, en fait, avant, c'était sur la boîte mail. Et maintenant, ça va être des arnaques un petit peu plus poussées. Ah bah oui, Et forcément. sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, ça doit fleurir de tous les côtés. Et Ouais, c'est ça. c'est clair que c'est sur ces niveaux-là qu'il faut s'éduquer. Sinon, moi, je voulais revenir sur ce que tu disais au tout début, sur la partie anti-étatique. Du coup, pourquoi est-ce que Bitcoin ne serait pas enseigné à l'école parce que donc ça serait, entre guillemets, anti-étatique, comme tu as dit. Et je voulais rappeler un point, c'est qu'en fait, ça fait pas si longtemps que ça que la monnaie, l'émission monétaire, ce pouvoir-là est donné à l'État. Avant, c'était pas donné à l'État. Et c'est ça que veut faire Bitcoin. Et c'est un petit retour en arrière, mais on a bien vu que ça ne fonctionnait pas, en fait, que l'État ait ce pouvoir-là, parce qu'il en abuse. On lui a donné le droit d'émettre de la monnaie, et à chaque fois que les budgets ont été dépassés, qu'on a commencé à avoir de la dette, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste gonflé la dette, en fait. Ils se sont pas dit... c'est la fameuse debt ceiling qu'on voit Voilà, donc le plafond de la dette, comme aux Ils se États-Unis. sont pas dit, là les gars, on est en train de... Bon, un peu abuser. Enfin, je sais pas, toi, quand t'as 1500 € par mois, que t'as ton loyer à 500 et que t'as tes charges à 400, il va te rester 600, tu vas faire tes courses avec et tu vas doser ton argent, mais tu vas pas te retrouver avec moins 500 sur le compte à payer 15 balles d'agio à chaque achat. Les États, ça devrait être pareil, en fait. Sauf que on leur a donné le pouvoir d'imprimer cet argent et ils s'en privent pas parce qu'en fait, les conséquences, elles sont reportées sur l'avenir. Donc en fait, le gars qui fait son mandat, il peut imprimer, il s'en tape, tout le monde est content, il y a de la croissance, on peut acheter, mais derrière, c'est pour dans 15, 20, 30 ans que ça va se ressentir sur l'économie et que c'est les générations futures qui trinqueront. Sauf que vu que les politiques ont des visions extrêmement court-termistes, ils favoriseront forcément l'impression monétaire pour avoir l'aval du peuple que de prendre des décisions bien plus compliquées. Et Bitcoin, c'est quelque chose qui pourrait permettre de faire cette transition et de couper ce pouvoir d'émission monétaire à l'État pacifiquement, parce que l'État n'aura même pas besoin à prendre de décision. En fait, si Bitcoin devient à être adopté et s'impose par le choix du peuple, le peuple n'aura pas d'autre choix que de s'y plier. Mais malheureusement, vu que ça conduit à leur retirer leurs petits jouets, leurs petites planches à billets, l'État ne pourra jamais se positionner en faveur de Bitcoin et donc ne l'enseignera pas à l'échelle nationale dans les écoles, ou dans les collèges ou les lycées, quoi. Ouais, et puis il y a quand même un point qu'il faut aussi aborder, c'est au niveau de l'université et du post-bac, parce qu'en réalité, dans les écoles de commerce notamment, ou dans les facs d'économie, le Bitcoin est déjà enseigné. C'est-à-dire qu'il y a des cours où justement on en parle parce que on parle d'économie autrichienne, parce que on parle de l'avènement de ce qu'est les crypto-monnaies, de ce qu'est le Bitcoin, et donc forcément ça s'est discuté. Donc c'est un point positif parce que finalement c'est des personnes qui sont déjà majeures, donc qui commencent petit à petit à prendre un petit peu du recul sur la vie, sur leurs finances et tout ce qui va avec. Et puis ça s'intègre tout à fait au monde d'aujourd'hui. Et puis en fait au cours d'économie de manière générale. Après il y a un point qui me semble important dans ce que je disais juste avant, et puis après on pourra passer au troisième point, c'est que finalement on disait que dans les écoles, dans les collèges, les lycées, même peut-être les écoles, on pourrait avoir des petites initiatives isolées par rapport du coup à, je sais pas, au Bitcoin, à parler des crypto-monnaies, etc. Mais en tant qu'enseignant, on a un costume, on a un rôle, et nos paroles ne doivent pas être subjectives.
Et donc ça, c'est un point qui est un petit peu compliqué, sur lequel il faut réussir à se positionner en tant que professionnel, c'est-à-dire avoir tous les disclaimers qui vont avec, ne pas passer un message politique parce que ce n'est pas notre rôle, mais juste éduquer de manière tout à fait neutre sur quelque chose qui finalement sera certainement l'avenir des gamins. Alors après, on parlait d'école, tu viens de leur dire, finalement l'école, ça se passera pas à l'école à proprement parler, sauf des petites initiatives. Il y a aussi le fait de s'éduquer soi-même. Comment est-ce qu'on pourrait concrètement, Rémi, là, il y a quelqu'un qui commence à s'intéresser, qui s'est intéressé au système capitaliste, à l'économie de manière générale, à l'économie autrichienne, comment on pourrait s'intéresser à tous ces concepts-là et au concept du Bitcoin, là, en juin 2023? Sincèrement, je pense qu'il faut écouter les épisodes de Essie. Et voilà, c'est bon, c'est nickel. Non, en vrai, déjà, justement, en fait, j'ai pensé à ça. Enfin, je dis ça parce que je pense que la première porte d'entrée, la plus simple, pas forcément celle où tu auras toutes les infos les plus pertinentes, mais qui te permet de faire un premier pas dans le monde des crypto-monnaies, du Bitcoin et même financièrement parlant, c'est YouTube. Sur YouTube, il y a énormément de bons contenus quand même. Genre, on peut... notre podcast, je pense, est pas trop mal quand même pour apprendre quelques petites choses autour de Bitcoin. Ça Mais passe. sinon, t'as la chaîne de Découvre Bitcoin, donc qui est très éducative et justement qui permet d'apprendre beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment un des meilleurs trucs. Mais moi, tu vois, je suis consommateur de Grand Angle Crypto, par exemple, où ils ont justement, Richard Détente invite pas mal de mecs qui ne sont pas dans le Bitcoin, mais qui sont plus économistes et qui ont donc quand même des bonnes connaissances et des gros bagages financiers et qui vont réussir à contextualiser Bitcoin dans leur monde à eux et faire des parallèles. Et donc, voilà, donc une première porte d'entrée, ce serait YouTube, parce qu'il y a beaucoup de contenu intéressant, il faut savoir faire la part des choses, et ce serait dans un premier temps YouTube, pour ensuite peut-être passer sur des livres. Parce que faut savoir si déjà le sujet nous intéresse, parce qu'il y a peut-être des gens, ça va pas les intéresser, hein, l'économie et Bitcoin, malheureusement, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Il y en a les goûts et les couleurs. Alors même si on aimerait que tout le monde s'en soucie parce que c'est important pour ses finances personnelles, après il y a des gens à qui ça va moins parler et qui ça va pas intéresser. Mais en tout cas, après le livre, je pense que ça peut aussi être une première porte d'entrée, mais c'est pas le plus intuitif de nos jours en fait. On va plutôt tendance à aller chercher un tuto sur YouTube que d'aller dans une librairie regarder si on a un livre qui parle du sujet dont on parle. Donc je pense que le premier pas c'est YouTube, et ensuite se tourner vers des bouquins. Il y en a une multitude. Bouquins, articles, podcasts aussi, finalement, pour s'éduquer et aller plus loin dans les choses et ne pas rester que sur le superficiel, sur la peau, sur la face du dessus de ce qu'est Bitcoin. Après, il y a un deuxième point qui me paraît essentiel, c'est que on apprend d'autrui au final. On apprend des personnes qu'on rencontre dans la vie. Ah oui, de tous c'est les clair. jours. La dimension sociale avec les meet-ups, c'est le meilleur exemple, hein. Et derrière, alors même si quand quelqu'un nous dit quelque chose ou nous assomme d'une nouvelle X ou Y, derrière il faut faire ses propres recherches et vérifier les sources, mais en discutant, en échangeant avec les gens, on a des points de vue qui sont différents et divergents parfois, qui émergent. Des fois ça nous consolide aussi sur les idées qu'on avait, et puis ça c'est peut-être un des meilleurs moyens pour pouvoir du coup apprendre et s'éduquer sur ce qu'est Bitcoin et même s'éduquer de manière générale. Et puis, le dernier, c'est juste tester, essayer, faire des erreurs. C'est ça, non mais exactement, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend derrière. Ah oui, on apprend beaucoup plus en faisant des erreurs qu'en faire. réussissant tout le temps. Bien sûr, non mais carrément. C'est Et pour donc ça que derrière, j'échoue à chaque fois. J'ai Rémi, une grande un peu soif confiance en toi. J'ai une grande soif d'apprendre. Mais non, mais ça, c'est essentiel. Alors après, quand je dis apprendre des erreurs, ça peut être apprendre de ses propres erreurs, comme aussi apprendre des erreurs des autres. Et donc, c'est justement là où c'est important et essentiel de pouvoir échanger avec les gens qu'on croise dans les meet-up ou autres. Et derrière, je vous inviterai vraiment à suivre les communautés Bitcoin et les meet-up qui se réalisent dans vos villes, parce qu'il y a beaucoup de personnes hyper intéressantes. Et même si et puis beaucoup de personnes, comme tu dis, qui ont commis les erreurs, qui ont vécu des bull runs. Là, par exemple, si on parle de gains financiers, quoi, des mecs qui n'ont pas pris leur profit. Alors, quand on est vraiment 100% Bitcoin et qu'on veut toujours garder du Bitcoin, mais bon, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour la spéculation
Et par exemple, prendre ses profits en plein bull run, c'est pas quelque chose de simple. Et il y a des gens qui ont déjà vécu cette sensation de montée vertigineuse, qui savent comment ils ont réagi à ce moment-là et qui pourront vous donner des conseils pour appréhender au mieux cette situation-là, parce que bah, quand on est tout seul et qu'on vit ça dans notre chambre devant notre PC et qu'on voit notre wallet exploser ou je ne sais quoi, il y a plein d'autres situations, pas forcément un bull run, et ben on sait pas forcément quoi faire. Et en fait, cette situation-là, bah, il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans la même, il y en a qui sont présents au meet-up et qui peuvent vous aiguiller et vous donner les bons conseils pour éviter de faire les erreurs par lesquelles ils ont dû douloureusement passer. Tout à fait. Mot de la fin, éduquez-vous.